La période d'examen est lancée. Collégiens, lycéens et étudiants BTS passent leurs épreuves après plus d'un mois de cours manqués. Mais pour le recteur de l'académie, aucune inquiétude à avoir. Alain Ayong-Lekama se dit confiant pour les jeunes et l'avenir de l'éducation. Entretien à suivre. 5000 nouvelles épaves chaque année en Guyane, des déchets souvent abandonnés sur la voie publique. Et depuis le 29 avril, les constructeurs automobiles sont responsables de leur acheminement jusqu'aux décharges. Un décret très attendu par les centres agréés. Et puis, il fête ses 4 ans. Le marché de Rémière-Montjoly, fidèle au rendez-vous du jeudi matin, place des fêtes. Ce matin, nous avons pris le pouls en ce jour anniversaire. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une version réévaluée du pacte d'avenir était signée mi-mars en présence de Ségolène Royal. Une avancée obtenue au forceps à la veille de ce qui deviendra la mobilisation historique de Guyane. Mais la promesse de François Hollande de décembre 2013 n'aura finalement pas abouti. La signature des accords de Guyane annule et remplace ce pacte inachevé. Précision de la 3e vice-présidente à la CTG au micro de Natacha Maltaverne. L'accord de Guyane a été signé, dans lequel figurent les engagements concernant le pacte d'urgence, donc à 1,86 milliard, et la demande complémentaire de 2,1 milliards. Et dans cette demande complémentaire, beaucoup d'éléments, et même dans les 1,86 milliard d'ailleurs, rejoignent, on va dire, les demandes qui étaient formulées dans le cadre du pacte d'avenir. Donc désormais, je dirais que la priorité pour l'instant est de consolider en tout cas ces 1,86 milliard à travers une loi de finances qui sera rectificative de 2017, et dans un second temps, d'acter les engagements du gouvernement, de ce nouveau gouvernement qui sera mis en place, sur les 2,1 milliards, et après d'attendre que justement le projet Guyane soit élaboré à l'issue des états généraux pour pouvoir formuler un grand plan de développement pour la Guyane qui dépassera certainement les montants qu'on évoquait initialement. Est-ce que c'est le projet Guyane qui s'inscrira dans le plan de convergence dont la ministre avait parlé? Ce plan de convergence qui va être élaboré dans le cadre de la loi EROM, pour moi la base même c'est le projet Guyane, puisque le plan de convergence, certes c'est une demande, c'est un document inscrit dans la loi, mais qui va devoir se baser sur les besoins du territoire, et ces besoins seront formulés par l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs qui composent ce territoire et qui vont travailler dans le cadre des états généraux. Il y a des éléments qui sont déjà connus, bien évidemment, des besoins de la Guyane, notamment je pense à la fiscalisation du spatial, l'aménagement du territoire en matière routière, la route de Bélizon-Saül, la route du fleuve. Tous ces éléments sont déjà connus, mais simplement il faudra les prioriser, les programmer et qu'on se mette d'accord sur un calendrier, on va dire, et les projets que l'ensemble de la population souhaite voir émerger. Je vous le disais en titre, les cours n'ont repris que depuis 9 jours, mais la période d'examen est d'ores et déjà entamée. Une reprise délicate pour les collégiens et lycéens cette année, après 3 semaines de conflits sociaux et de fermeture des établissements. Malgré tout, le recteur de l'académie se montre confiant. Les épreuves sont maintenues. Et pour ce qui est de l'avenir de l'éducation après la signature des accords de Guyane, Alain Ayong-Lekama affiche là aussi optimisme et détermination. Il a accordé un entretien à Natacha Maltaverne. On mettra tout en œuvre pour rattraper les 2 semaines qu'on a perdues. Et c'est vrai qu'il y a même déjà eu des initiatives spontanées dans différents établissements. Aujourd'hui, on a réuni hier les chefs d'établissement, les représentants des chefs d'établissement. Ça s'appelle le groupe Blanquet, pour ceux qui connaissent. Et avec eux, on a vu un peu les modalités. Je pense que les chefs d'établissement sont assez autonomes, ils sont assez responsables. Et donc, on s'est dit que chacun allait gérer un peu à son niveau les rattrapages qu'il faudra, et évidemment on sera vigilant sur le fait qu'aucun élève, aucun enfant ne soit pénalisé par rapport à ça. Ça veut dire des cours de soutien quand il en faut, notamment pour ceux qui passent les examens. Ça veut dire éventuellement des petits décalages sur la fin de l'année pour les 5e, 4e qui ne passent pas d'examen. Et donc on organise cela, on organise de façon responsable, sans que ça prenne non plus une ampleur particulière. Le focus est quand même sur ceux qui ont des examens à passer. Donc revenons à l'accord de Guyane qui était signé le 21 avril. Il y a eu donc des mesures pour l'éducation, notamment concernant les constructions scolaires et aussi le doublement des ILM. Donc est-ce que vous y travaillez dès maintenant? Comment ça se prépare? Oui, non, on y travaille fortement depuis, notamment sur la question des ILM. Évidemment, il y a une double question de recrutement, donc il faut constituer le vivier d'ILM. Il y a une question de formation, on ne va pas les mettre devant élèves sans qu'ils ne soient formés, donc il faut faire tout ça rapidement et urgemment, mais on le fera, c'est le plan d'urgence, c'est une obligation, et donc on considère ces mesures-là comme des obligations, donc on va le faire, c'est-à-dire qu'à la rentrée, on aura nos 40 ILM formés devant élèves, et de l'autre côté, pour tout ce qui est construction scolaire, vous savez que c'est une responsabilité partagée avec la collectivité territoriale, donc on avait encore ce matin une réunion avec l'ensemble des services de la CTG, y compris le président, où on a mis tout ça
en musique, et donc tout se fera sur la maîtrise d'ouvrage de la CTG comme d'habitude, puisqu'ils ont l'ingénierie qu'il faut, mais évidemment, on y travaille, il faut aller vite. Il faut aller bien, et donc on essaye d'avancer dans ce sens. L'idée, c'est d'avoir 5 lycées d'ici 5 ans, d'avoir 5 lycées et au moins 4 collèges. Donc on va aller dans ce sens-là, mais toujours dans une concertation qui est extrêmement fine, qui est extrêmement responsable entre la collectivité territoriale et nous-mêmes. Et en plus, comme ces financements sont des financements État interministériel, évidemment, avec la contribution et la participation des services de l'État, chapeauté par la préfecture. Dans l'actualité sociale, les grévistes du centre hospitalier André Rosemont étaient ce matin devant le président du tribunal administratif pour dénoncer des assignations jugées abusives. La démarche de la direction était de libérer l'accès à l'établissement, des assignations que certains ont reçues sur le piquet de grève. Écoutez plutôt les précisions de la deuxième secrétaire générale adjointe de l'UTG Santé au micro de Caroline Alcide et Charlotte Fleury. On était au tribunal parce qu'on a fait un référé pour dénoncer des assignations abusives reçues par 21 grévistes du piquet. Le tribunal administratif a rejeté donc, notre référé pour le fait que la date justement de ces assignations allait jusqu'au 9. Donc le caractère d'urgence était dépassé. Ces assignations ne courent plus, les assignations sur lesquelles portaient les référés, mais on continue à recevoir des assignations. Donc on a été notamment invité par le tribunal administratif à continuer à déposer éventuellement des référés pour pouvoir justement contester ces assignations si elles revêtaient un caractère abusif. Et cet après-midi, les deux parties se sont retrouvées devant le juge des référés à la demande de la direction pour la levée des barrages qui empêcheraient le passage des fournisseurs selon la direction. La décision du tribunal sera connue lundi prochain. Retenez ce chiffre, 5000, c'est le nombre d'épaves produites chaque année en Guyane selon une étude menée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en 2015. En Martinique, ce sont 12 000 nouveaux véhicules hors d'usage chaque année et autant pour la Guadeloupe. En tout, il faut compter près de 65 000 véhicules hors d'usage présents actuellement sur ces 3 territoires. Des déchets encombrants qui doivent être traités dans des centres spécialisés, mais trop peu y sont acheminés. C'est ce qui a poussé le député martiniquais Serge Letchimy à remettre un rapport au gouvernement en juillet 2015. Et aujourd'hui, le Code de l'environnement change. Depuis le 29 avril, les constructeurs automobiles sont responsables de ces VHU et de leur acheminement jusqu'aux décharges. Une bonne nouvelle pour le secteur et la seule entreprise de traitement des épaves en Guyane. Ayodélie Germa. Voici l'un des cimetières de véhicules usagés du territoire guyanais. 20 000 m², 15 000 tonnes de ferraille. Dans ce centre agréé de traitement des véhicules hors d'usage, seul 30% de cette masse est revendue en pièces détachées et 10% recyclées de manière artisanale. Là par exemple, vous avez des roues qu'on a fait pour une benne de collecte de déchets. C'est fait avec un tube de récupération. Sur un véhicule qui arrive complet dans un centre VHU, il y a normalement suffisamment de pièces détachées pour financer le recyclage. Le problème, c'est sur les véhicules qui ont déjà été copieusement désossés et où il ne reste plus que la carcasse. Et c'est un vrai problème. Ils ont été en fait débarrassés de toute la fraction qui a une valeur marchande et il ne reste plus que la ferraille. Et ce décret a principalement pour but de permettre d'évacuer ces stocks historiques de voitures que vous avez dû voir un peu sur tout le territoire. Si cette montagne d'acier paraît impressionnante, ce n'est rien en comparaison avec les 5000 tonnes de véhicules hors d'usage disséminés chaque année sur l'ensemble du territoire guyanais. Le décret du 28 avril portant gestion des VHU devrait permettre d'en venir à bout. Les constructeurs devront contribuer à leur enlèvement et à leur traitement. Des études qui ont été réalisées par l'ADEME, il est convenu que le coût de traitement d'un véhicule hors d'usage se situerait entre 250 et 300 €. Donc ça risque d'être l'éco-contribution qui va devoir être reversée par cet éco-organisme pour le traitement des véhicules maintenant. De percevoir une taxe à l'entrée des véhicules sur le territoire, ça permet de financer la dépollution du véhicule et la destruction du véhicule et également une partie des coûts d'exportation. Ça fait qu'on ne sera pas obligé intégralement de financer la filière avec les cours de vente de la ferraille. On devrait très rapidement voir diminuer les stocks de véhicules hors d'usage et récupérer par voie de conséquence un environnement plus sain
Et finalement pour les centres VHU également, avoir une situation économique qui s'améliore. Ce décret devrait permettre aux 4 centres agréés du territoire de rééquilibrer leurs comptes bien souvent déficitaires. Et pourquoi pas, pour ce centre de traitement, d'acquérir enfin un broyeur industriel à métaux. La situation météorologique s'est dégradée ces dernières heures. La Guadeloupe est désormais placée en vigilance orange et le mauvais temps devrait persister au moins jusqu'à samedi soir. Les habitants du Nord-Basse-Terre sont encore les pieds dans l'eau. Une montée qui a bien failli coûter la vie à cette riveraine. Âgée d'une 60aine d'années, elle a été sauvée in extremis alors qu'elle était prise au piège. La suite, elle l'a racontée à nos confrères d'ATV Guadeloupe. Regardez. Spectaculaire, le mot n'est pas trop fort pour qualifier la montée des eaux au niveau de l'Aboucan. Les pluies soutenues qui se sont abattues sur Sainte-Rose ont gonflé les cours d'eau et les rivières. Cette partie de la population, habituée aux inondations, a tout de même été surprise. J'ai été très surprise par la montée des eaux et le courant surtout. Moi, j'avais déjà entendu parler des inondations de l'Aboucan, mais jamais vécu. Donc, j'ai vécu une expérience et quand on me dira l'Aboucan est inondé, je ferai ailleurs. Cette eau-là, il est montée vite. Mais comme d'habitude, il ne va pas porter de l'eau. Parce que j'ai monté en l'air pour là 2 fois. Si tu fait, c'est plus grave encore en fait. Il y aura bouché, il y aura. Et puis il n'y a pas faire entretien en fait. C'est pour ça qu'il a monté vite comme ça. La vie et l'activité ont repris peu à peu leur cours. Suspendus à la radio, les habitants écoutent les messages d'avertissement et se préparent à la suite du phénomène, sans plus. On essaie de trouver des chemins alternatifs et puis on change sa trajectoire tout simplement. Hein, voilà. Enfin, pour ma part, ce sera ça en tout cas. Les autorités diffusent constamment des messages de prudence. Météo France a annoncé ce jeudi à 16h le passage en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Direction la Martinique à présent avec les Jeux des îles qui se sont ouverts hier à Sainte-Luce, un rendez-vous sportif organisé pour la première fois dans l'île. Aujourd'hui, une série de rencontres se sont déroulées dans 5 communes. Ce matin, au centre de Ligue de Petit Manoir au Lamentin, il y avait du tennis entre la Guyane, la Corse et le Cap-Vert. Mais revenons tout de suite sur la cérémonie d'ouverture avec Anaïs Gall. Parce que je suis chez moi, je ne peux pas être chez moi et ne pas donner le meilleur de moi-même. Donc je compte me surpasser, me dépasser vraiment. Personnellement, je vais donner que du meilleur de moi, faire des performances. Et voilà, hein. Je suis là pour gagner en tout cas. C'est la première fois et je suis ravie d'être ici. Nous avons les Açores, qu'on peut applaudir bien fort. Les îles Baléares, Cap-Vert, la Corse, Saint-Martin, la Sicile. J'attends cette compétition de battre mes records, de pouvoir rencontrer des gens, profiter, apprendre de nouvelles cultures et le principal de s'amuser avec ses amis et voilà. Je suis très content, surtout pour représenter la Corse et tout ça. Retour chez nous, il investit la place des fêtes de Remire-Montjoly depuis le 11 mai 2013. Voilà 4 ans déjà que le marché des producteurs tient son rendez-vous du jeudi matin dans la commune. Installé sur le parking du Vieux Chemin de 6h à 14h, une trentaine d'exposants y proposent une sélection de fruits et légumes et quelques objets de fabrication artisanale. En ce jour anniversaire, Charlotte Fleury est allée rencontrer quelques commerçants et leurs clients. Regardez. Il est 10h30 au marché de Remire. Comme tous les jeudis depuis 4 ans, plus de 30 commerçants exposent leurs marchandises. Fruits et légumes, épices, bijoux ou encore vêtements. Dans une ambiance chaleureuse, les clients habitués viennent faire quelques courses. Quand je peux, je viens tous les jeudis. Voilà, pour faire mes courses, pour
pour voir un petit peu les exposants. C'est vraiment pratique d'avoir un marché juste à côté de chez soi, j'habite pas très loin, c'est rapide, si je travaille le matin, je peux vite passer et aller après au travail. Et avant j'allais tout le temps à Cayenne, bon je continue à y aller, mais c'est vrai que moins souvent. Ce commerçant fait partie des nouveaux sur le marché de Rémire. Depuis 6 mois, il vient tous les jeudis, sauf s'il a déjà vendu toutes ses marchandises. Il y vend des accessoires et déguisements de fête, mais aussi de l'artisanat. Le tout sur la base du recyclage et sur le thème de la Guyane. J'étais très bien accueilli, l'ambiance est sympa, il y a pas mal de monde, du coup c'est bien. Je viens pratiquement tous les jeudis parce que il y a des gens qui se sont déjà habitués à ma présence, du coup ça se passe très bien. Je décommande et tout, et il y a une sorte de suivi. Et quand je suis absent pour diverses raisons, par exemple, je me fais remarquer le lendemain, la fois d'après, que vous n'étiez pas là, hein, on vous a cherché. Ça fait plaisir quelque part. Certains exposants sont là depuis le début de ce marché. C'est le cas de cette commerçante qui, comme chaque jeudi depuis 4 ans, vend ses fruits et légumes. Comme beaucoup, elle tient un stand sur d'autres marchés les autres jours de la semaine. Fait marché Cayenne, mercredi, vendredi, samedi. Oui, ici, il y a 2 ans, ici à Rémy-Mondioli, je travaille au marché de Cayenne. Un jeudi comme un autre sur ce marché qui fête aujourd'hui ses 4 ans. Cependant, quelques festivités ont été organisées pour marquer le coup et remercier les exposants qui font vivre cette place, tous les jeudis de 4h du matin à 15h30. C'est une autre manière de découvrir la manière de compter, une technique qui permet au narrateur d'illustrer pas à pas ses propos sur de petites palettes en bois. Le kamishibai, entendez par là théâtre sur papier, est un art du récit originaire du Japon. S'il est utilisé pour conter des histoires, c'est aussi un outil d'apprentissage des langues. Un atelier de la 10e édition du festival Kouté-Poutandé lui était consacré hier après-midi. Initiation avec Ayodele Verma. D'un côté, le narrateur, aidé de planches dessinées numérotées dans un ordre décroissant, et de l'autre, le spectateur plongé dans le conte, guidé par le récit et l'image. C'était l'histoire de Pustula. Le kamishibai est une technique de récit très courante dans le Japon du début du XXe siècle. Mais dans les années 50, il est progressivement détrôné par sa cadette plus moderne, la télévision. Quand la télé a été inventée, au Japon, ils l'ont appelé le kamishibai électrique. Kami, c'est théâtre en japonais. Shibai, c'est papier, théâtre de papier. Les moines qui allaient évangéliser leur peuple et qui avaient conçu des outils pédagogiques à base d'images. Eux, à l'époque, c'était sur des rouleaux. Après, quand le cinéma a été inventé, puis la télévision, les artistes qui se dédiaient auparavant au théâtre d'ombre, aux marionnettes, ont été en masse au chômage et ont inventé de prendre leur vélo et d'aller dans les villages raconter des histoires en dépliant ce petit théâtre en bois dans lequel on glisse des planches illustrées. La bibliothèque Fanconi possède sa propre collection de kamishibai. Entré en désuétude pendant plusieurs années, il revient au goût du jour dans les années 70 aux Pays-Bas. Les Hollandais le trouvaient très efficace pour l'éveil des tout-petits. Cette étudiante en carrière sociale ne dira pas le contraire. C'est un peu comme un spectacle. En fait, on rentre dans une histoire, on rentre dans un monde à part. Et c'est ce qui est intéressant. Et puis, c'est une tradition qui est japonaise. Et je trouve ça super bien de la faire venir en Guyane. Grâce au kamishibai, ces jeunes brésiliennes découvrent un moyen peu formel d'apprendre la langue française. Un zen, un gros zen, un pâte à modeler pour mon petit frère. Les apprenantes sont en immersion avec des francophones d'une part. Deuxièmement, ils ont été capables de regarder, d'entendre. Et puis maintenant, ils passent à la troisième partie du stage où ils sont contraints de lire. Alors là, c'est aussi un exercice qui est très intéressant pour eux de pouvoir lire d'abord entre eux et puis ensuite lire face au public de toutes ces personnes qui sont ici aujourd'hui. C'est bon ? Ouais, ça va, ça suit ?
Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. La période d'examen est bien lancée. Collégiens, lycéens et étudiants passent leurs épreuves après plus d'un mois de cours manqués. Mais pour le recteur de l'académie, aucune inquiétude à avoir. Alain Ayong-Le-Kama se dit confiant pour les jeunes et l'avenir de l'éducation. 5000 nouvelles épaves chaque année en Guyane, des déchets souvent abandonnés sur la voie publique. Mais depuis le 29 avril, les constructeurs automobiles sont responsables de leur acheminement jusqu'aux décharges. Un décret très attendu par les centres agréés. Et puis il fête aujourd'hui ses 4 ans. Le marché de Remire-Montjoly reste fidèle au rendez-vous du jeudi matin, place des fêtes. Ce matin, nous avons pris le pouls en ce jour anniversaire. Merci de nous avoir suivis et ne manquez pas bien sûr le journal de TF1, ce sera juste après la météo. Je vous souhaite une excellente soirée, à demain.